Permet à poser une question. Comment tu vois introduire la connaissance de lois et des lois psychiques et spirituelles et de la structure de l'être humain dans l'enseignement actuel? Est-ce que tu vois une approche avec quoi c'est immense le chemin, mais à quoi on peut approcher pour introduire, quelle matière doit s'occuper de ça? Parce que sans ces connaissances, on ne peut pas aller trop loin. Hein. Oui, je dirais, et je vais rappeler que dans la communication et dans l'éducation, il y a cette éducation qui passe la plupart du temps par l'instruction. La dimension éducative, on n'en tient presque pas compte. Dans la dimension éducative et les lois, comment faire pour les introduire et pour les développer dans l'enseignement, dans les structures de transmission des savoirs, des connaissances? Eh bien, c'est en formant les enseignants. C'est en formant les enseignants, parce que comme je vous ai précisé, c'est que la communication qui se fait verbale, objective, audible, consciente, représente très très peu par rapport à la communication inconsciente qui se fait directement dans ce que les personnes émettent à travers leur vie intérieure, c'est à travers leur ADN qui est émetteur, c'est à travers les pensées inconscientes, à travers les mémoires positives, les programmes positifs qu'ils ont en eux, à travers les qualités qu'ils ont développées en eux. Et bien c'est ces qualités-là qui vont rayonner et qui vont enseigner et qui vont éduquer ceux avec qui ils sont en contact. Ça veut dire que, idéalement, cet enseignement pourrait se faire sans parler. Et il se fait sans parler. Mais ça risque d'être un peu trop rapide si on commence à enseigner sans parler. On risque d'être déboussolé et à l'intérieur de la tête, ça continuerait à parler à la place de l'extérieur. Donc ça ne marcherait pas. Mais il s'agit de savoir quelle parole utiliser. Donc une manière, une loi de la communication qu'il faudrait mettre en œuvre, c'est de toujours valoriser. D'être un modèle, d'être un modèle, mais je veux dire dans l'expression orale ou dans l'expression, être un modèle, c'est avoir un comportement modèle, parce qu'être un modèle, ça veut dire que à l'intérieur, les choses ont été intégrées, elles sont vivantes. Donc ça veut dire que c'est de communiquer en respectant ce qu'a dit Socrate, c'est-à-dire dire que ce qui est vrai, et pas seulement ce qui est vrai et juste, mais aussi ce qui est bon. Parce que si c'est vrai et si ça apporte le mal, eh ben ça ne marche pas. Au jour d'aujourd'hui, si on prend la guerre, un fusil, c'est quelque chose qui est réel. Une bombe, c'est vrai, c'est juste, ça obéit à des lois de la matière. Mais l'usage qu'on en fait, est-ce qu'il est bon? C'est fait pour tuer. Donc, ce deuxième élément n'est pas pris en compte. Et la parole, c'est la même chose. Une parole peut tuer. Une parole qui est un mensonge fait du mal. Une parole qui répète des choses négatives sur le voisin, eh ben, est destructeur. Donc c'est anti-éducatif. C'est anti-spirituel. Et le troisième niveau, est-ce que c'est utile? Parce que si c'est pour parler, même si c'est bien et puis que on dit des bonnes choses, mais si ça sert à rien,
si ça apporte pas, c'est pas constructif, c'est-à-dire que ça nourrit pas la vie. C'est pas que, veut dire, on peut parler positivement, mais avec une vie et une vibration positive qui va être constructeur, même si ce qu'on dit ne sert pas à construire une maison ou à faire un outil. Utilité, constructif et vivant, ça veut dire qu'il y a une vibration positive dedans. C'est-à-dire que si je parle, je prends l'exemple de la parole, que je parle, normalement ça doit avoir un sens. Donc c'est le côté mental, intellectuel, donc que ce soit juste, vrai ou pas. Après... Excusez-moi. Ouais. Non, je ne veux pas t'interrompre, mais je vois que le prof et le conférencier prend le dessus. Et il se contradit un peu par rapport à son message d'éduquer par silence, mais je te remercie, c'est très passionnant et c'est vrai que... Mais j'aimerais bien que tu répondes à plusieurs questions. Voilà, okay. S'il vous plaît, posez des questions ou quels commentaires vous pouvez faire par rapport à ce que vous avez entendu. Alors, c'est des questions, n'hésitez pas. Hein. Voilà. Oui. Je sais comment travailler avec le conscient, avec mes pensées et mes sentiments. Oui. Mais comment atteindre les niveaux subconscients, c'est-à-dire toucher les mémoires, les peurs qui ne sont pas révélées. Avec quel instrument, comment atteindre ça? Donc, pour atteindre, il y a des thérapeutes et des gens qui travaillent dessus. Je vais donner une manière rapide, une lecture rapide de le faire. C'est déjà de savoir et de faire une lecture de ces mémoires-là. C'est-à-dire qu'on ne les sait pas, c'est inconscient. Donc c'est de savoir avoir un outil qui permet de décoder, de voir comment ces mémoires-là vont se manifester dans sa vie. Comment elles vont se manifester dans son comportement. Comment elles vont se manifester sur le plan aussi physique et de sa vie, de son vécu. Parce que ces mémoires, c'est comme un metteur en scène qui est à l'intérieur, que l'on connaît pas, et qui va tirer les ficelles, et qui va faire dire telle chose, de telle façon, ou qui va, comme j'ai dit que les cellules communiquaient directement, l'ADN à l'extérieur, qui va aller chercher quelqu'un qui va jouer la scène avec soi. C'est-à-dire qu'il va rassembler des individus, des personnes, ou des événements, ou des animaux, enfin, ou des végétales, et va mettre ce qui est contenu dans la mémoire en scène. C'est-à-dire, je prends un exemple, le côté négatif est peut-être des fois plus facile à percevoir. Quelqu'un qui a une mémoire, on a tous d'ailleurs, mais une mémoire de culpabilité, de honte, et bien à l'intérieur, cette mémoire va s'arranger pour se mettre en situation de honte, où il y a quelqu'un qui va venir et qui va le mettre et le montrer et lui faire honte. Il est là, c'est lui qui va jouer le rôle pour lui faire honte. Ou elle va se comporter de telle façon que elle va échouer, elle va se comporter de manière complètement bête pour avoir honte. Donc ça veut dire que c'est ces mémoires-là à l'intérieur qui vont commander le comportement et qui vont commander les autres individus. Parce qu'elles sont extrêmement puissantes. Alors comment donc, il y a le cycle de... Moi je travaille donc en accompagnement avec le cycle de vie, donc qui a été trouvé, c'est-à-dire où tout ce qui nous arrive partant de la naissance jusqu'à la période d'autonomie, tous les événements extérieurs ou autres, vont apparaître à certains moments. Et la lecture de cet événement, si on a le code de lecture, dire voilà, c'est tel genre de mémoire qui s'est manifesté. Et souvent ça se répète.
Donc on va retrouver des choses de ce type-là. Et qu'on va retrouver en partie au niveau de la généalogie. Donc il y en a qui travaillent avec la généalogie pour trouver ces mémoires-là. Ça, c'est une approche. Après, il y a l'approche, moi je travaille aussi avec l'énéagramme, ça permet aussi de voir et de savoir quels sont les comportements et qu'est-ce qu'il y a comme mémoire en dessous. Je travaille aussi avec une approche astrologique psychique, parce que le thème de naissance, c'est une image qui montre un fonctionnement intérieur, psychique, qui se situe dans l'individu. C'est-à-dire que certains liens facilitent les échanges, les connexions, la communication intérieure, et d'autres bloquent ou sont difficiles. Et donc, partant de ça, en faisant cette lecture-là, on sait qu'est-ce qu'il y a comme genre de mémoire qui vont s'activer, et aussi quels sont les outils pour le transformer. Parce que l'intérêt, dans un premier temps, c'est de lire, et dans un deuxième temps, mais ça se fait en même temps aussi, c'est d'agir et d'activer des outils qui vont transformer. Donc ils vont remplacer ces mémoires ou greffer sur ces mémoires anciennes un autre programme. Là où il y avait la honte, on va mettre de l'amour. Ce qui fait qu'au lieu d'être la personne, au lieu de répéter et de se mettre en situation de honte, elle va être en situation d'amour et elle va donner aux autres. Et elle va libérer les autres de cette prison-là. C'est-à-dire une personne qui a eu ça et qui a pu travailler dessus et qui a pu faire une greffe psychospirituelle sur cette mémoire de honte, et quand elle active ça, automatiquement et inconsciemment, elle va guérir et aider l'autre qui a les mêmes mémoires, sans qu'elle ait besoin de rien faire, uniquement par sa présence, uniquement quand ces éléments-là vont s'activer, parce que ces mémoires-là, qui ont été transformées, elles sont connectées à la source, donc ils sont activés, et ils émettent puissamment. Mieux ils sont connectés, comme pour un arbre, quand la sève elle coule, quand elle arrive fortement, si on fait une greffe, elle arrive dans la greffe, elle va couler, et puis le rameau, et puis cette partie-là va se développer pour redevenir un arbre. Je me permets, parce que c'est très intéressant aussi de créer un dialogue, donc vous pouvez intervenir. Dans votre question, il a eu l'idée comment conscientiser les mémoires que vous cachez. Et le guérir après, évidemment. Pour le guérir. La première étape, d'après ce que j'ai compris dans diverses thérapies, c'est de conscientiser, après de reprogrammer l'erreur qui a été faite, qui a donné cette conséquence. Voilà. Donc il y a plusieurs thérapies qui ont des outils pour prendre conscience de notre programme qui nous fait faux, et en faisant une régression, on comprend, et après on change de scénario, et ça démarre sur le bon rail. La géobiologie totale, ça se coupe de ça, par exemple. Vu mon parcours, ce que j'ai fait, c'est de m'observer déjà, sans connaître rien du tout, parce que par les thérapies, j'ai passé par X thérapies, et finalement je me suis retrouvée effectivement seule, et j'ai vu qu'au fond, le meilleur thérapie, c'est quelque part à l'intérieur de nous. Alors j'ai commencé à m'observer, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi quand il y a telle et telle pensée, qu'est-ce que ça déclenche physiquement. Ça, on oublie parfois parce qu'on est tellement dans le mental et dans les pensées, dans le truc, et puis on tourne en rond là, et à un moment donné, tiens, ça me fait mal ici, ça me fait mal là. Et à chaque fois, quand il y a une situation qui se représentait, qui stimulait cette partie-là, j'ai commencé consciemment à respirer dedans et prendre conscience. Et c'est comme ça, petit à petit, non seulement, en fait, moi je ne transforme pas, enfin, je reprogramme pas, mais je enlève, je déprogramme, je défais. Et c'est vrai que c'est un travail qu'on peut faire sur soi, avec des outils, une technologie qui est très puissante et qui est le Kundalini Yoga, qui travaille particulièrement là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait au fond pour, comme il dit monsieur, pour
Moi j'ai entendu l'autre jour une phrase qui dit pour éduquer des enfants, il faut des adultes éclairés. Éclairer des adultes veut dire quoi? Pour moi, ça veut dire déjà on se purifie, on se nettoie de tous ces schémas qu'on a. Donc les schémas de peur, les schémas d'angoisse, d'insécurité, tout ce qu'on peut mettre de négatif, on les enlève. Et après, je veux dire, on nettoie le subconscient, si vous voulez. Parce que ce qui se passe, ce que j'apprends, si le subconscient n'est pas nettoyé régulièrement par une grande technologie et science qui peut s'expliquer et qui maintenant théoriquement se fait vérifier par des scientifiques, mais moi c'est super intéressant ce qu'on a entendu ce soir, ça m'a donné des mots dessus, mais moi j'ai besoin de l'expérience. Sinon, je ne sais pas, ça me parle, mais je ne le vis pas. Et je pense que toute théorie, tant qu'elle n'est pas vécue, elle reste une théorie, un savoir pour le cerveau, mais m'approche pas de cette source qu'on est en train de chercher. Et cette source-là, effectivement, qui va nous libérer petit à petit, mais c'est un effort personnel. Mais quand on a j'appelle ça les bons techniques et la bonne science, ben on peut faire quelque chose, mais toute seule. Merci Doris. Moi j'aimerais bien, avec cette occasion, donner une information. Donc Doris Payes est enseignante en yoga et elle faisait la prochaine conférence et ça se fera à Bussigny, au cabinet du docteur Jörg Fischer, parce que là il y a des espaces et des outils pour faire pratiquement ce qu'il suggère. Voilà. Ça sera très intéressant, j'ai participé et je trouve que c'est une expérience à retenir. Donc vous êtes cordialement invités dans le prochain mois, dernier jeudi, donc c'est le 29. Oui. 29 à 19h30 à Bussigny, cabinet de Dr Jörg Fischer, rue de la Poste, ancienne Poste, voilà, en face de la gare. Voilà. Merci. C'est un yoga pour tout le monde. Actuellement, j'ai des personnes qui ont 75 ans qui viennent. Et c'est extraordinaire. Parce que ce qui se passe aussi, ce que je vis, c'est qu'au moment le subconscient n'est pas nettoyé avec ces technologies, ça part dans l'inconscient. L'inconscient, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se traduire pour finir dans le physique. On a mal au dos, on ne sait pas pourquoi, on a mal au foie, on a mal à la tête. Et tous ces mots, finalement, le physique, c'est le dernier qui fait aïe. Parce que je n'ai pas su écouter, parce que je ne me connais pas suffisamment pour pouvoir transformer toute cette négativité qui est véhiculée par le monde, est véhiculée apparemment un peu avec ça. Moi, ce que je cherche, c'est transformer cette énergie, puisqu'Einstein dit qu'il n'y a aucune énergie qui est perdue, tout se transforme. Donc, ce qu'on fait dans ce yoga, c'est transformer cette énergie de basse fréquence qui est dépression, qui est tout ce qui est négatif, en une énergie de création, créativité, de vitalité. Puis la santé est quand même, pour aussi beaucoup de médecine, mesurée par rapport à la vitalité de la personne. Et donc, on travaille à augmenter notre vibration énergétique. C'est un yoga qui a été enseigné pour la première fois en 1969 par un yogi. Et ce yoga était interdit d'enseigner jusqu'en 69 parce qu'ils n'ont pas voulu être influencés par les religions. Et donc c'est un yoga complet. C'est un yoga qui travaille avec les mains, qui travaille avec les mantras. Et comme disait monsieur, les mantras sont extrêmement importants. Et on a des mantras qui ont des structures et qui travaillent sur le psychisme. Il faut aussi savoir qu'on n'a pas seulement un corps et un psychisme, on a 10 corps. On a les corps mentaux, on a les corps magnifique. Juste, on n'a pas besoin de savoir au fond, mais ce que moi j'ai envie d'emmener, c'est l'expérience que vous pouvez tirer d'une rencontre qui dure le temps qui dure. Mais si je te fais pas signe, tu fais encore une conférence. Oui, c'est ça. Alors que je n'aurai pas des projecteurs comme ça parce que je ne sais pas si je peux faire une conférence, mais je suis passionnée de la vie. Voilà. Mais c'est très intéressant. Voilà, j'invite aussi les autres. Karim, qui est notre réserve scientifique, je vois,
j'attends une réaction forte. Hein. Alors, je pense que c'est avec plaisir que j'aurai toutes les commentaires après, mais je pense qu'il faut déjà faire l'expérience, parce que sinon c'est le mental qui va dire nanana, puis nanana. Non. Ce qui est fascinant, c'est qu'il y a plusieurs chemins, tous les chemins arrivent à Rome. Voilà. Donc, moi je cherche le plus rapide et le plus court. Et voilà. Bien. Moi, ce qui m'intéresserait de savoir et de connaître, c'est ce que nos amis africains ressentent et pensent de tout ça, de toute cette belle intellectualité. C'est très intéressant parce qu'on a fait. Moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est ce que vous ressentez et pensez, ce que vous avez à dire par rapport à ce qui s'est dit. C'est intéressant. La question est pertinente. C'est pas une obligation, hein. C'est une incitation. C'est une incitation. C'est une incitation. Oui, merci pour la conférence et le débat. Particulièrement nous en Afrique, c'est une nouvelle approche. C'est une science récente. Et nous, dans notre ONG, puisque notre ONG a le statut consultatif aussi au niveau de l'ECOSOC, et nous avons tissé un partenariat avec l'OMAEP, et c'est à ce titre que nous avons été invités à la conférence de cette semaine. Donc, particulièrement nous, chez nous, n'avons pas encore acquis vraiment ce qui se passe dans l'éducation prénatale. Mais nous avons été intéressés parce que nous savons que c'est un point positif pour l'Afrique. Donc nous, à notre niveau déjà, ce que nous prévoyons, c'est quoi? C'est d'essayer, à partir de cette conférence, de ce que nous allons acquérir ici, d'avoir un projet sur lequel nous devons travailler pour vraiment enraciner la chose chez nous. Et nous avons déjà essayé de discuter avec François pour voir quels sont leurs projets. Nous sommes déjà en discussion pour voir quels sont leurs projets à mettre en œuvre. Bien, mais d'ores et déjà, ce que nous avons compris, c'est que le résultat que l'être humain produit dans sa vie est un résultat qui provient de plusieurs choses. Et ces choses sont souvent issues du comportement, de l'environnement et de tout ce qui l'entoure. Et nous avons aussi appris que l'humanité de demain que nous voulons préparer, vraiment pour pouvoir agir, pour pouvoir avoir un résultat possible sur l'humanité de demain, il faut déjà agir sur le présent. Et on ne peut agir sur le présent que en allant vers une éducation qui essaye de sortir des mémoires ce qui ne peut pas marcher, ce qui est susceptible de bloquer l'évolution. Parce que quoi? Aujourd'hui en Afrique, nous sommes dans des situations de guerre. Et la guerre, pour qu'elle arrive, parce que ce n'est pas dans tous les pays africains qu'il y a la guerre. Pourquoi dans telle partie, il y a des gens qui sont toujours en guerre? Pourquoi dans telle autre partie, il y a des gens qui ne sont jamais en guerre? Donc à partir de là, nous nous sommes vraiment posé beaucoup de questions et nous avons compris que le partenariat avec l'OMAEP va être vraiment un plus pour la paix de demain en Afrique. Donc pour le moment, c'est ce que nous avons compris, que nous a intéressés, et nous avons vraiment voulu participer à la conférence. Merci. C'est très intéressant ce que vous dites, et cohérent. Et ça c'est très encourageant pour demain. Hein. Parce qu'on voit que je suis sur le même positionnement que vous. Hein. Donc quand je vois qu'une personne de l'Afrique pense comme moi, là il a un espoir de l'avenir. Hein. Donc en final on arrivera à s'entendre et faire la paix. Hein. Donc je vous remercie beaucoup. Voilà. Mais je pense que là, vous avez des pensées universelles. Pour laquelle il faudrait venir un jour quand même. Très bien. Non, mais à ce niveau-là, je vais compléter. Donc, c'est au niveau du Togo, donc le pays dont ils viennent. Donc, avec le partenariat qu'on a signé avec cette ONG, dans le but justement de diffuser et puis de travailler au niveau du gouvernement aussi, pour que ces éléments-là
eh ben, aille vers une formation, une éducation, mais à tous les niveaux, aussi bien au niveau supérieur des dirigeants qu'au niveau des femmes et de toute la population. Avec les politiciens, ce ne sera pas facile. Hein. Non, mais ce qui est intéressant, moi, ce que je dis, c'est quand c'est impossible, ça m'intéresse. Si c'est possible, ça m'intéresse pas trop. Donc, comme c'est difficile et que ça paraît impossible, donc moi, ça me stimule. Et de la même manière, on a déjà signé un partenariat en RDC, donc l'ancien Congo belge, l'ancien Zaïre, je crois. Hein. République démocratique du Congo. République démocratique du Congo, avec un ministère de la femme et de la famille, donc de RDC, donc de République. On a déjà signé un partenariat aussi, où des responsables justement du ministère, ceux qui sont juste après la ministre, qui est intéressée par ce domaine-là, a été sensibilisée à cette question, et où elle a dit, on veut travailler ensemble, aidez-nous pour qu'on puisse former la population et puis les acteurs, mais aussi les militaires, les policiers, les femmes au plan social, enfin sur tous les plans. Donc il y a un grand espoir, justement, que les choses, elles évoluent, et il y a une écoute, une prise de conscience qui se fait en Afrique, et où les hommes et les femmes sont conscientes de ça, et désirent travailler en profondeur pour changer les choses. Donc j'ai rencontré aussi l'ambassadeur du Congo, qui va dans le même sens. J'ai un travail ingrat en tant que médiateur d'arrêter des fois. Parce que les discussions sont extrêmement intéressantes, mais moi j'aimerais bien que tous participent. J'ai vu que Karim, enfin, il est décidé à se lancer, alors je suis très content. Ouais. Voilà, donc moi j'aimerais partager avec vous quelques réflexions personnelles en tant que physicien. Donc il y a quelque chose qui m'interpelle lorsque vous avez présenté. En fait, on est à une phase de développement de l'humain où on a beaucoup de connaissances et de résultats de la connaissance, et aussi l'effet technologique et tout ça. Et ce qui fait qu'à un certain moment, on est arrivé à une vision, on dit il y a la science, il y a ça, mais au-delà, il y a le spirituel. Voilà, donc c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. J'aimerais juste apporter mon point de vue. Pour moi, le spirituel, tel que je le vois, il n'est pas au-delà. Il est aussi à l'intérieur de cette partie, je dirais, qu'on appellerait scientifique. Et la preuve, c'est que les grands esprits, les grands scientifiques qui ont contribué à des développements décisifs tout au long de l'histoire de l'humanité, ils avaient toujours un équilibre entre le matériel et le spirituel. Et ceci depuis les Égyptiens, les Grecs, la phase arabo-musulmane, tout ça. Donc, quand j'étais à l'université de Cambridge en Angleterre, j'ai été très 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 touché de savoir que le bureau de Newton donnait directement sur une salle de prière. Donc, pour vous dire. Et donc, même Einstein, lorsque Max Planck a découvert le quanta et tout ça, il y a tout un débat philosophique dans lequel on dit qu'il n'y a pas de causalité. Il n'y a pas de cause à effet, donc Dieu n'existe pas. Et Einstein, il a dit, attention, Dieu ne joue pas au dé. C'est une célèbre. Donc, juste pour rappeler que les grands esprits humains qui ont fait la connaissance de ce qu'on a développé, et aussi la technologie qui en résulte, sont des gens qui avaient un équilibre matériel, spirituel très développé, ce qui est fait, à mon avis, qui les a élevés à ce point. Et j'aimerais juste que vous avez demandé faire un tour par la religion musulmane. Je ne suis pas pratiquant, moi je crois à toutes les religions monothéistes ensemble. Et en 79, il y a un prix Nobel qui est parmi les rares qui ont compris la théorie de la relativité générale par restreinte de Einstein. C'est parce qu'il y en a très très peu qui ont compris ça.
Et parmi eux, il y a un physicien musulman qui s'appelle Abdus Salam, qui a eu le prix Nobel pour ça. Et pendant son discours pour la réception du prix Nobel, il a dit: le Coran a été ma principale source d'inspiration scientifique. Vous voyez, le Coran a été principal. Donc, vous voyez, c'est un exemple. Et puis, il y a eu un autre physicien aussi qui a eu pour les découvertes de réactions chimiques avec des flashs extrêmement rapides, des lasers aussi. Donc, juste pour vous dire que cet aspect spirituel n'est pas en dehors, mais il est aussi à l'intérieur. Et j'aimerais finir en disant qu'au fait, pour le développement, qu'est-ce qu'il y a, si vous voulez, le développement d'une éducation à la spiritualité, ça passe aussi par sensibiliser les gens. Pour moi, les mathématiques, c'est une découverte de Dieu. C'est une manière de se rapprocher de Dieu. Parce que tout, si vous voulez, pourquoi est-ce que cette personne, ce prix Nobel, a dit que le Coran était principal? Parce qu'il a travaillé sur l'unification des théories. L'unification des théories, qui était aussi le rêve d'Einstein et tout. Il a fait avancer ça. Et puis, dans le Coran, il y a, si vous voulez, le Dieu, c'est pas quelque chose qui est localisé quelque part, qu'on peut voir et tout ça. C'est une force qui remplit l'univers depuis l'infiniment petit à l'infiniment grand, qui existe en tout temps, qui connaît tout, qui est au courant de tout. Et ça, c'est exactement si vous voulez, la théorie scientifique. C'est-à-dire, c'est une théorie. Comment est-ce l'humain se met en relation avec cette théorie? C'est par les mathématiques. Voilà, donc c'est parce que si vous prenez la quasi-majorité des lois physiques qui ont été développées, ce sont des lois si vous voulez, qui ne correspondent pas à notre intuition. Oui, et c'est les mathématiques qui nous permettent d'aller au-delà de ça. Moi, lorsque j'ai fait mon doctorat sur la mammographie, la radiologie, j'ai utilisé la théorie physique atomique qui est basée sur un modèle théorique qui est incompréhensible par l'intuition humaine. Incompréhensible. Ça a commencé par Planck et ainsi de suite. Donc, si vous voulez, pour moi, une éducation à la spiritualité doit passer par sensibiliser les gens que les mathématiques, c'est pas une science exacte. Tout ça, pour moi, c'est une manière de se mettre en contact avec Dieu. Parce qu'au-delà de l'esprit humain, il y a l'univers dans lequel on vit, il est aussi mathématique. Il est aussi mathématique. Et donc l'éducation à la spiritualité doit passer par plusieurs grades. C'est pas simplement un texte religieux, tout ça. Oui, ça aussi, mais elle doit s'étendre, si vous voulez, à une autre manière de sensibiliser. Par exemple, je trouve que les étudiants ou les élèves devraient être initialisés le plus rapidement possible dans l'apprentissage à la théorie de la probabilité. On vit trop dans un monde standard, linéaire, jusqu'à baccalauréat, et après on commence à étudier, tout ça. C'est trop tard. Alors que le monde dans lequel on doit le gérer en tant que mouvance, si vous voulez, de probabilité, et derrière cette mouvance, ça ne veut pas dire qu'il est incertain, mais les théories, les physiques les plus précises qui ont été développées, les plus diaboliquement plus précises ont été développées après Max Planck et ainsi de suite, et sont toutes des théories qui sont basées sur une mouvance de probabilité. Lorsque j'ai modélisé sur ordinateur, je vous parle donc dans connaissance de cause pour mon doctorat, pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans un processus de prise de radio pour une mammographie et tout ça, j'ai utilisé des modèles probabilistes. Il n'y a rien qui est sûr. Donc, si vous voulez, lorsque vous allez envoyer des photons sur un sein, eh bien, vous pouvez dire que ce photon-là va avoir 40%, lui 60% et tout ça. Donc, tout est une théorie, si vous voulez, probabiliste. Et curieusement, c'est la théorie la plus juste qu'a connue l'être humain. Et je finirai pour dire, si vous voulez, que
tout le progrès technologique que nous connaissons actuellement, l'informatique, les télécoms, les lasers, tout vient de cette théorie qui a été développée au début du XXIe siècle avec Planck, Einstein et tout ça. Donc s'il n'y avait pas cette théorie, on ne serait pas en train de parler ni d'informatique, ni de ceci. Elle vient de ça. Donc voilà, c'est un petit peu, pour moi, la spiritualité, c'est pas simplement enseigner, sensibiliser à des textes, si vous voulez, les textes religieux, hein, mais c'est aussi arriver à faire le lien entre sensibiliser les gens que les mathématiques, pour moi, c'est une relation c'est une relation avec le Dieu. C'est pas une science dure et tout ça. C'est une manière de le faire. La physique, c'est aussi, et aussi on va aller dans les sciences humaines. Autrement dit, si vous voulez, c'était mon idée principale, c'est-à-dire que la spiritualité, elle est là en tout parmi nous. Pour moi, je m'imagine personnellement, je m'imagine le Dieu, c'est pas dans les cieux, il est en moi. Donc il est en toute partie de l'univers. Et en chaque moment, 24 sur 24, dans la moindre, comme vous avez dit, dans la moindre cellule, il y a Dieu. Et ce Dieu-là, moi, malheureusement, je n'ai pas eu le temps d'étudier des textes, soit de la Bible, tout ça, mais le Coran, c'est pas ce que j'entends, hein, je n'ai pas lu. C'est exactement ça. Donc il n'y a pas de c'est cette vision, si vous voulez, qui est donnée par la religion, qui est pour moi parfaitement compatible avec mais simplement il faut créer le lien. C'est pas quelque chose de dissocié et ainsi de suite. Et si on sait comment trouver, si vous voulez, dans cette mutation, il faut tout revoir. Dans cette mutation, comment, si vous voulez, amener une nouvelle vision, une nouvelle approche de la spiritualité, d'accord, je pense que on ne pourra que fabriquer, je suis tout à fait d'accord avec vous, un être humain épanoui, un être humain qui, je dirais, qu'apportera chacun un bonheur à toute l'humanité, dans toute sa diversité. Voilà, donc je suis